Donc, aujourd'hui au podcast, on reçoit Marie-Claude, qui est consultante en technologie, qui travaille vraiment partout à travers le monde. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a combiné sa passion pour le voyage, son lifestyle avec son métier. Vraiment intéressant de m'entendre parler. Vraiment. Aujourd'hui, Marie-Claude est basée au Colorado, et puis elle nous rendait visite. Donc, on a profité pour faire un petit podcast avec elle, d'amis de longue date. Et puis, c'est impressionnant son parcours. Vous allez voir que si les voyages vous intéressent, et puis avoir vraiment des équipes à travers le monde, avoir des gros clients, c'est vraiment quelque chose que vous devez écouter aujourd'hui parce que ça va vous donner plein de petits tips and tricks de choses à faire. Marie-Claude, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a toujours été clair avec ses employeurs. Je veux travailler au Mexique, je veux travailler ailleurs, je veux travailler en Asie. Puis je pense que c'est une belle leçon parce que quand on sait ce qu'on veut, quand on l'exprime ce qu'on veut à nos boss, puis qu'on est bon, on peut, yes, on peut. Donc, des beaux messages à travers ça. Puis, c'était un plaisir de voir Marie-Claude. Alors, on vous souhaite bonne écoute! Bonne écoute! Alors, bonjour Marie-Claude MC. Bonjour Soleil. Oui, salut. Marie-Claude qui nous débarque du Colorado, fraîchement de sa montagne, qu'elle a descendu jusqu'à Montréal. Très contente que tu sois ici. En fait, c'est pas un hasard que tu es ici, mais tu es en visite. Fait qu'on en profite pour te faire une petite conversation sur notre podcast. Alors, merci d'être ici. Ben merci. Puis oui, j'ai amené la neige avec moi d'ailleurs. Oui, merci. Je voulais pas trop m'ennuyer de la maison. Tu traînes la neige avec toi. J'ai amené la neige avec moi. Comme, come on, Disons qu'au Colorado, quand une fois qu'il neige, le lendemain, il fait soleil, ça fond. Disons que j'avais oublié qu'à Montréal, ça fond pas. On va avoir la neige jusqu'à l'année prochaine. Ça se peut, c'est ça. Jusqu'au mois de juin. Potentiellement. Alors, Marie-Claude est en consultation. Oui. En tech, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, t'es où, en fait? Tu fais quoi? Là, ça fait presque 30 ans, ça fait plus que 30 ans d'ailleurs, que je fais de la consultation pour les systèmes Oracle. Donc, des systèmes financiers, on fait des transformations financières au niveau soit local ou global. Et c'est ça qui m'amène ici d'ailleurs. Oui, j'ai comme mélangé un peu la business et le plaisir parce que j'avais des meetings ici à Montréal, des présentations avec des clients. Puis j'en profite aussi pour aller visiter la famille. Puis des amis. Puis des amis, oui, certains. Oui, on se connaît depuis longtemps. Je dis famille parce que ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. C'est fou. Fait qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait, puis je me suis retrouvée aux États-Unis, mais j'essaie de revenir le plus souvent possible. Oui. Vous êtes rencontrés où déjà? C'était-tu? Accenture. Accenture, un projet, j'imagine que j'en ai le droit de dire les noms des clients. Chez Alcan, on fait une implantation d'Oracle d'ailleurs. Ça a duré 2 ans à peu près. Là. C'était sur le Y2K, donc il y avait beaucoup de travail. C'est ça, on s'est connus là. Pour les jeunes, que le Y2K, ça ne dit pas grand-chose. Non, c'est ça, c'est les années 2000. Donc, il y avait un chambardement qui se passait dans les États, dans les systèmes, que l'année 1999 à 2000 était pour arrêter le monde à cause de la façon que les systèmes étaient construits. Et puis, on avait des équipes complètes qui changeaient les systèmes pour s'assurer que ça continuait. L'argent qui a été investi là-dedans, ça n'avait juste pas d'allure. Mais pourquoi? C'est à cause de la transformation de genre des nouvelles technologies? On passait de 1,9 de 1984, 1985 à 2000. 2000, à 00. C'est ça. Ça a tout changé. Les systèmes, ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui se passait parce qu'il n'y avait jamais eu l'an 2000 dans les systèmes. C'est ça, comme sans être trop technique, les bases de données étaient faites avec la date de deux caractères. Ouais. Donc, il n'était pas capable de faire la computation que 2000, que 000102 était plus grand que 99, 98 à cause qu'il y avait juste 2 caractères. Donc, tu me rappelles des souvenirs. Tu as une mémoire de béton, toi. Ben là, quand ça vient à la technique, là, oui. Mais là, il faut quand même démystifier c'est quoi être consultant. Parce que là, on est dit ça dans le technique, sujet, elle a 25 ans. Mais c'est quoi être un consultant en tech? Donc, moi, la façon que j'essaie d'expliquer la consultation, c'est qu'on va dans les compagnies pour aider à résoudre des problèmes. Que le problème soit des problèmes financiers,
comment on gère certaines transactions, des problèmes de système. On a des vieux systèmes qui datent des années 80-90. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les nouvelles technologies? Comment on transitionne d'un système à l'autre? Mais ça peut être aussi la consultation en comment bénéficier des règles de taxes. Comment bénéficier des nouvelles réglementations dans certains domaines pour améliorer les performances financières d'une organisation. OK. Donc, la consultation a un grand domaine dans plusieurs différents secteurs. Donc, on se concentre généralement dans un secteur de consultation que moi, je me suis concentrée dans les systèmes. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas que les gens à l'interne d'une compagnie ne peuvent pas faire ça. Puis, ils ne peuvent pas aller chercher comme de l'information puis faire les projets eux-mêmes. L'idée, c'est que en faisant affaire avec des consultants, c'est d'aller chercher une expertise que tu n'as pas nécessairement à l'interne puis que tu n'as peut-être pas besoin non plus à long terme. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que toi, tu fais au niveau des ressources humaines? Exactement. Exactement. Donc, généralement, les organisations n'ont pas nécessairement la connaissance de la nouvelle technologie, des nouvelles procédures. Donc, puis ils ne veulent pas nécessairement s'engager dans une équipe engager 100 personnes pour faire le projet qui va durer 1 an, 1 an et demi. Puis après ça, tu fais quoi avec les 100 ressources? Donc, ils vont vers des compagnies de consultation. Aide-nous, on a une bulle de travail, on a une bulle de skill set qu'on a besoin. Ouais. Et puis, pour la période, on les aide à faire la transformation. On les éduque en même temps. Donc, la compagnie va venir nous voir et dire, OK, bien, fais mes changements de système, mais éduque mon workforce aussi. Pour les employés, pour qu'il y ait au moins la capacité de soutenir le système une fois qu'il est live. Ouais, parce qu'on s'entend, les systèmes que les compagnies de consultation généralement implantent chez les compagnies, c'est des systèmes qu'ils ne changent pas avant peut-être 10, 20 ans. Donc, ces genres de projets-là, eux, ils vont le faire peut-être aux 10, 20 ans, tandis qu'une compagnie de consultation, c'est ça qui fait tous les jours. Tous les jours. Donc, de façon on a toujours une continuation d'apprentissage nous autres mêmes. Donc, de client à client, on apprend. Suivre la wave de comme des nouvelles affaires qui arrivent. C'est ça. Puis des industries aussi. Souvent, les systèmes, ils sont appliqués à une industrie spécifique. Donc, connaître l'industrie. Puis nous autres, c'est un apprentissage continuel de l'industrie, de la technologie. Donc, ça nous amène à aider les clients aussi. Fait que sinon, moi, en tout cas, ça fait 30 ans que j'en fais. J'ai jamais connu l'autre côté de la médaille d'aller travailler pour une compagnie. J'ai toujours fait de la consultation parce que moi, j'aime le changement, j'aime l'apprentissage. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'es jamais allé travailler pour une autre compagnie? Tu t'es resté? J'ai toujours été en consultation. OK. Donc, j'ai jamais pour une compagnie. Comme Alcan, on retourne à notre exemple Alcan. J'ai jamais travaillé pour une compagnie corporative comme Alcan. Okay. De l'autre côté, d'être le client, d'être la personne qui demande un changement, qui demande... Toi, tu es constamment dans les nouveaux changements. Constamment dans les nouveaux changements. Puis, je suis spécialisée dans quelques industries que moi, j'adore. Donc, ça me garde toujours... C'est quoi? Je suis en aérospatiale et défense et construction et ingénierie. Donc, c'est en plus pour moi, personnellement, c'est des industries que je fais beaucoup de construction, personnellement. J'en ai fait avec mon père, j'en fais avec mon mari, pour nos maisons et tout, là. Donc, j'aime ça travailler, j'aime ça voir qu'est-ce que les clients font, en fait, de développer des gros projets de construction. Je parle de stades sportifs, de stades olympiques, tu sais, des grosses affaires. Puis en aérospatial, j'ai un client où il manufacture les navettes pour aller en suborbit. Fait que, tu vois la partie d'une compagnie que le monde n'a pas vraiment accès à voir. Tu vois vraiment comment l'intérieur de la compagnie, le inner working qu'on dit, là, comment ils sont faits, comment ils vont développer leurs produits, comment ils vont aller, qui donnent le service à leurs propres clients. Au niveau de leur système de gestion financière? C'est ça? Oui. OK. Fait que moi, c'est tous les systèmes de comptabilité. Oui. Marie-Soleil a fait les systèmes de ressources humaines. Il y a d'autres systèmes qui font comme la planification financière. Mais moi, c'est vraiment la comptabilité, les comptes payables, les comptes recevables, qu'est-ce qu'on appelle le grand livre. Donc, la comptabilité. C'est la comptabilité, c'est qu'est-ce qu'on appelle le back office. T'as-tu étudié en comptabilité? Oui, moi, j'ai étudié en comptabilité. C'est ça que j'ai fait toute la journée. Oui, c'est ça. Amélia, elle ne traite pas trop. Non. C'était pas nécessairement les sujets les plus intéressants, mais moi, j'aimais la mathématique. Mais j'aimais plus, je savais que je voulais faire de la comptabilité. Mais par contre, je vais te dire, quand j'ai fait
un stage d'été au cégep. J'ai fait une technique en comptabilité. Je savais même pas que ça existait Oui, ben c'est plus sur des commis comptables. Là. C'est ça. Ouais. Là, puis on dit... C'est plus de la tenue dans les de années livre. 80. Des choses, c'est ça, des choses très transactionnelles, très répétitives. C'est vraiment la tenue de livre. Là. Donc, j'ai fait le cours et puis j'ai fait un stage à Gatineau, d'ailleurs. C'est là que j'ai rendu. Et puis, j'ai passé mon été à faire la tenue de livre. Donc, pour les restaurants locaux, les compagnies, c'est vraiment juste entrer toutes les transactions financières. Donc, chaque compagnie qui a un système financier, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un ou tu reçois de l'argent de quelqu'un, il y a toujours une transaction financière qui se fait. Ouais. Donc, l'identité fondamentale. C'est ça. Ouais, ça, c'est grand mot, là. Oui, on va l'étudier. Oui, donc j'ai passé l'été à rentrer. Ben, dans le temps, il n'y avait pas vraiment de système financier, ça commençait à sortir. Donc, c'était vraiment dans les grands livres en métal ou avec les cartons que tu écrivais. Puis c'était là, tu sonnes comme un dinosaure. Oui, non, ça allait loin. Puis je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas passer ma vie à faire des rentrées de compte, de faire de la comptabilité, rentrer des transactions de comptabilité. Ouais. Donc, je me suis joint, mais je savais que j'aimais la finance. Puis en plus, j'étais pour finir mon cours, puis j'ai passé 3 ans à faire des cours de comptabilité et finance. Je ne voulais pas me relancer dans une nouvelle carrière. Ouais. Donc, je me suis joint au Centre national de recherche à Ottawa. Ça, c'était vraiment la seule période où j'ai travaillé pour une compagnie ou un ministère. Ouais. Avant de devenir consultante. Mais j'étais dans le groupe financier. Donc, je savais que j'étais pour au moins utiliser un peu ce que j'avais étudié. Je ne savais pas trop où m'en aller, mais en commençant à travailler à temps plein, j'ai commencé un bac à l'Université d'Ottawa à temps partiel. Parce que je savais que pour être plus que comptable ou de faire de la rentrée de livres, commis comptable, comme tu dis, il fallait que j'aille haute éducation que juste le cégep. Mm-hmm. Donc, je me suis mis à travailler dans le centre de finance. J'étais vraiment dans le mailroom, dans le centre de courrier pour j'ouvrais les lettres, j'ai classé. Nous avons reçu un chèque. C'est ça. Je faisais quoi avec la facture? Puis je faisais même pas la rentrée. J'ouvrais les enveloppes, puis j'ai classifié pour les donner à des commis pour rentrer la transaction. Mais là, maintenant, j'imagine que ça se fait tout électroniquement, là, ça? Maintenant, oui. Okay. Tu peux avoir, si tu as acheté des biens ou des services d'une compagnie, ils vont t'envoyer la facture électroniquement, ça va se faire scanner automatiquement dans le système, puis ça va tout être codé, puis Fait que ta job, elle n'existe plus, genre? Non. Okay. Non. Dans les très petites compagnies, font ça encore peut-être dans certains cas. On parle de qu'est-ce qu'on appelle des mom and pop, là, où ils ont peut-être les chantiers de 2x4, puis qui sortent les factures en papier. Mais c'est ça, puis ils m'ont mis en charge d'un groupe d'Oracle. Donc, j'étais la secrétaire d'un groupe d'Oracle qui ont créé une application custom. Donc, c'était 100% écrit à la main. Là, c'était pas ils l'ont pas acheté. Là, ils l'ont vraiment développé de zéro à qu'est-ce que le Centre national de recherche avait besoin pour tout gérer le coût des recherches. Donc, le Centre national de recherche, c'est 49 instituts au temps qui faisaient de la recherche, que ce soit de la microbiologie ou l'arme ou le bras canadien pour la navette spatiale. Donc, tous les projets de recherche se faisaient comptabiliser OK, ça coûte c'est quoi le temps? Le temps qu'on a passé à faire la recherche? C'est quoi le coût de matériel qu'on a passé? Donc, ça ramassait tous les coûts. Qu'est-ce qu'on appelle un project costing. Mm-hmm. Donc, c'est une application custom. Puis moi, secrétaire, j'avais rien à faire. Les développeurs étaient hyper bordés de travail. Puis ils m'ont dit, « Hey, tu veux apprendre? Assis-toi. Je vais te l'apprendre. » Fait que j'ai commencé à apprendre c'est quoi les bases de données, c'est quoi le développement technique. C'était vraiment, là, j'avais rien à faire, puis eux autres, ils avaient besoin d'aide. Puis je trouvais ça intéressant, étant donné que j'aimais la construction, j'aimais ça. Je faisais de la couture, je faisais plein de choses pour créer des choses avec mes mains. Puis j'ai trouvé que le développement d'applications, c'était comme la même chose. C'est créer un produit que quelqu'un avait pensé, quelqu'un avait besoin. Puis je le faisais en écrivant du code, tandis que, oui, le monde aime ça développer ou ils construisaient des maisons, des choses. C'est que tu as un produit tangible à la fin pour de quelqu'un qui t'a demandé, puis donne l'idée de ça. Fait que moi, j'ai hyper trippé, fait que j'ai appris. Puis à côté, tu avais ton bac. Puis ça m'a pris 3 ans. Je prenais le développement en RAC, je travaillais dans un ministère fédéral et je faisais mon bac. Tu l'as fait en 3 ans? Mon bac, j'ai fait en 9 ans. OK, ouais. Okay. Mais je n'étais pas en train de travailler, là. Non. Les 3 premières années que j'ai travaillé au Centre national de recherche, j'avais commencé mon bac.
Et durant ce temps-là, je suis devenue développeur Oracle. Je faisais plein de gestion d'usagers. Je faisais des groupes parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été contente de rester à la même place. Fait que, ben là, on veut les idées du monde qui utilise l'application. On fait des user groups, on demande du feedback, on fait plein d'affaires. Puis là, en plus, ben là, avec le temps, là, on se parle de comme 1995, après mi-95. Là, les consultants commençaient à apparaître sur le marché et on avait engagé des consultants pour nous aider à faire le développement. Tu as fait ton bac en quoi? En administration et en finance. OK. Ça, c'était-tu ça à Ottawa? Pas du tout en système, on s'entend. Non, c'est ça. Ouais. J'aimais, là, à un moment donné, je combinais ma connaissance financière et ma connaissance technique parce que je faisais des applications financières. Mais c'est ça que tu sais, quand justement tu étais en processus de cette création-là d'application, whatever, c'était-tu vraiment, tu sais, c'était-tu du coding, c'était-tu du... Oui, c'était des lignes de code. J'allais select from, j'allais dans la base de données, je créais des bases de données, des tables. C'était très technique. C'était vraiment technique. Mais c'était une application financière. C'était le coût de projet, le coût des bénéfices, les journées de vacances, le temps que le monde, les timesheets, les feuilles de temps. Les feuilles de temps. Là, ça fait longtemps que tu es aux États-Unis. Ben, c'est parce que, disons, quand... Et surtout avec le travail, c'est surtout en anglais. En anglais. Oui. Mais c'est ça, les feuilles de temps, tu sais, donc c'est vraiment, c'est business, mais c'est comment qu'on traduisait ça en fait technique pour donner une application pour les aider, pour aider leur business, aider à savoir que ça coûte combien. Est-ce qu'on devrait faire d'autres projets de recherche dans ce domaine-là? Parce qu'on est capable de trouver qu'est-ce qu'on appelle un return on investment, un ROI. Oui. Retour sur l'investissement. Un retour sur l'investissement. Je vais faire ta traductrice. Oui, c'est pas vrai que tu as des subtitles sur ton podcast. C'est pas grave, pas du tout. Ou est-ce qu'on abandonne un projet de recherche parce que là, ça coûte trop et on voit pas un bénéfice à trouver la réponse ou whatever. Fait que là, moi, je donnais l'application pour faire des décisions de business. OK. Mais tu sais, si on step back, dans le fond, là, elle décrit vraiment comme le côté, quand tu travailles, vraiment, tu étais vraiment dans le project accounting qu'on dit. C'est ça. Ça veut dire quoi, Marcellin? Project accounting, c'est, dans le fond, c'est comme quand tu fais un projet, comment comprendre où sont tes coûts, où sont tes efforts pour comprendre vraiment est-ce que tu vas de l'avant, comme elle disait, ou est-ce que c'est qu'il y a un projet que tu devrais canceller, ou si le projet t'a coûté tant, est-ce que tu as eu un retour sur l'investissement, parce que c'est vraiment... Mais peut-être juste son step back, sans aller dans les technicalités de la consultation. Au final, c'est... Si on regarde c'est quoi la job d'un consultant, c'est vraiment de comprendre le besoin du client, dans le fond. On met ça macro pour que tout le monde comprenne. C'est prendre le besoin du client, puis si tu es consultant en tech, naturellement, c'est comment prendre ce besoin du client pour le mettre dans un système pour vraiment gérer qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, automatiser, peu importe, pour que l'entreprise, dans le fond, soit le plus productive possible. C'est très, très haut niveau. C'est une traduction, d'ailleurs, du besoin de business, du besoin d'affaires, les problèmes à résoudre, à traduire à une solution technique. Oui. Puis là, il y a toute une évolution, naturellement, quand tu es consultant, premier niveau. Mais y a une équipe de consulting, genre? Ah oui, c'est vrai que là, tu as comme les personnes, j'imagine, tu as comme plus le contact client, genre, de comme justement... Oui, bien, toute la consultation, tu es toujours avec ton client. Puis Marie-Claude a travaillé vraiment juste pour des grandes compagnies de consultation. Tu sais, il y en a des petites comme moi, on est petits, moyens peut-être, parce qu'on est 130 employés, mais tu sais, l'entreprise pour laquelle tu travailles aujourd'hui, combien vous êtes d'employés? On est 400 000 employés. 400 000 employés à travers le monde. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on prenne une tangente par rapport à ça, parce que on a reçu du monde des fois qui travaillent plus dans les petites entreprises. Toi, tu as toujours travaillé pour des grandes entreprises de consultation. Puis toutes les possibilités que ça donne, dans le fond, quand on travaille pour une grande compagnie de consultation, puis comment ça peut intéresser certaines personnes qui, par exemple, comme toi, avaient des désirs vraiment de travailler à l'international, de travailler avec des équipes, vraiment de partout dans le monde, d'être exposé à des nouvelles langues. Toi, tu étais
passionnée d'apprendre l'espagnol. Je me souviens. C'était a girl on a mission. Ah, on a hablas espagnol. Ah, ouais. Ahorita lo hablo. Sí, por favor, guatatito, racatita. OK, là, j'invente le mot. Mais donc, fait que on pourrait peut-être prendre cette tangente-là parce que quand tu travailles pour des grands cabinets de consultation, vraiment, ça l'ouvre plein de portes comme ça. Fait que toi, au début, tu travaillais, je me souviens, on travaillait sur un projet ensemble à Montréal, mais après ça, rapidement, tu as commencé à explorer d'autres avenues. Fait que ça, j'aimerais ça que tu nous en parles. Comme Accenture. Oui, Accenture, Oracle Canada, Capgemini, qui était Ernst & Young autant, qui est devenu Capgemini. Mais moi, la minute que j'ai été introduite à la consultation, ça a été un coup de foudre. Ouais. L'idée d'être capable de non seulement travailler dans plusieurs compagnies et d'apprendre, mais quand j'ai commencé à travailler avec des compagnies plus internationales, l'idée d'avoir l'opportunité de travailler internationalement, apprendre les langues, ça a été... Parce que tu avais l'opportunité d'aller partout. Il voulait que tu ailles partout. Bien, c'est moi qui est allée chercher. Donc, j'ai commencé à travailler pour Ernst & Young. Je travaillais à Montréal et j'avais un projet, mon premier projet international qui était aux États-Unis. Puis j'avais des développeurs qui venaient du Mexique. Mm-hmm. Et j'ai eu à voyager en Écosse. Et puis, donc, ça m'a vraiment comme donné la piqûre de vouloir vraiment voyager internationalement. Et je suis tombée en amour avec la culture mexicaine. Ça, c'est certain. Avec mes développeurs. La culture. Non, la culture. Non, il n'y avait pas de gars non. Voilà, mais j'avais, comme tu dis, j'avais toujours aimé. C'est un peu de toi aussi, quand tu me contais tes aventures au Guatemala, et tu es allé faire ci, là, j'ai dit, oh my God. À l'époque, je parlais plus espagnol que toi. Ouais. C'est plus le cas. Non. Donc, j'ai vraiment pris le téléphone, j'ai appelé qu'est-ce qu'on appelle le managing director de la pratique Oracle, du bureau du Mexique pour Capgemini, Ernst & Young. Ils ont eu une transition durant le temps que j'étais là. Je leur ai dit, écoute, je connais Oracle 100%. Je connais 3 mots d'espagnol que je ne devrais jamais dire dans un secteur corporatif, mais j'apprends vite et je suis prête à y aller. My name is MC. My name is MC. I'm Give ready it to me. go. Yes. Aquí estoy, por favor. Donc, ils ont dit, OK, ben prends une démotion. Parce que j'étais manager au temps. Ils ont dit, prends une démotion à Senior Consultant. Je savais pas que tu avais fait ça. Coupe ton salaire de moitié. OK. Une démotion, habituellement, tu montes des niveaux. Là, ils ont demandé de descendre. Au lieu de promotion, ils m'ont demandé de descendre. Donc, j'étais déjà manager. Ils m'ont dit, deviens Senior Consultant, qui est l'étape avant, et coupe ton salaire de moitié. Parce que là, tu es au Mexique. Là, je suis au Mexique. Donc, pour moi, couper le salaire de moitié, donc, qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, net, il faut que ma paye que je ramène à la maison soit pareille. Mais avec toutes les différences de taxes, les différents de services qu'ils offrent, ça disait que je pouvais couper ma paye de moitié pour aller au Mexique, mais que qu'est-ce que je ramenais à la maison était pareil. Et j'ai littéralement ton coût de vie, ton lifestyle. C'est ça. Ouais. J'ai littéralement mis ma vie dans un storage. Puis je suis partie avec 3 valises. Puis je suis déménagée au Mexique pour 3 ans. Donc, j'ai commencé à travailler avec des projets comme McDonald's en Amérique latine. J'ai passé 1 an et demi à me voyager dans l'Amérique latine. C'était au Porto Rico? À Porto Rico. J'ai commencé en Argentine pour 9 mois. Ouais. Et puis là, j'ai appris mon espagnol, mais c'est drôle parce que c'est l'accent mexicain qui m'a resté, et non l'accent argentinien. Ah ouais. Ensuite, on est allé, on a passé du temps. Il parle plus comme avec un petit accent italien. C'est pas bizarre parce que je ne veux pas insulter les Argentiniens, mais c'est un accent différent. Ouais. Et puis, donc, passer du temps en Argentine, au Mexique, à Porto Rico, au Chili, et puis au Mexique, certains. Et de là, j'ai aussi eu l'opportunité d'aller en Europe, donc pour Mattel, qui était la compagnie de jouets. Mm-hmm. On a fait 17 pays. On a fait un centre, qu'est-ce qu'on appelle un Shared Service Center, un centre de service. Partagé. De partager à Amstelveen, qui est comme juste à côté d'Amsterdam. Puis pour 20 mois, on a implanté un rack dans 20 pays. Donc vraiment, là, déménager au Mexique, travailler pour des grosses compagnies globales, ça m'a donné l'opportunité d'aller dans plusieurs pays. Et puis, je suis arrivée aux États-Unis en temps partiel. C'était vraiment temporaire, mon rendez-vous, mon voyage, mon transfert au Mexique, aux États-Unis. C'était pour finir le projet de Mattel. Je voulais voir c'était quoi les États-Unis. Je n'étais pas prête à retourner au Québec.
Et là, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Et Love happened. Love happened. Love happened. Yes. 17 ans plus tard, j'étais encore aux États-Unis avec 2 enfants, 2 teenagers, là, deux adolescents qu'on élève au Colorado. Mais c'était le fun. Puis là, je me suis joint à une compagnie parce que je voulais quand même voyager un peu moins. Et on a commencé à avoir des enfants. Et c'était une compagnie où la compagnie mère était japonaise. Donc, je faisais plusieurs projets aux États-Unis, mais je me suis comme lancée dans ce qu'on appelle le support après implantation. Et donc, c'est quoi ça? C'est quand, une fois que ton système est implanté, il est utilisé, ben on aide des compagnies à le supporter, à le soutenir, parce qu'encore, ils n'ont peut-être pas nécessairement 100% les connaissances de le supporter ou les skill sets. Ou c'est temporaire, ils gardent, aide-nous à le supporter pour 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, pendant qu'on se construit, c'est une organisation de support. Puis c'est comme ça un peu fluide, le support. Mais il y en a des compagnies qui ont dit qu'on n'a jamais l'intention de s'engager on n'est pas dans la business de faire du support, du soutien technique. Donc, vous occupez du support technique pendant que nous autres, on s'occupe de développer la business et de grandir la business. Mais la compagnie mère était japonaise. Donc, j'ai commencé à faire plein de voyages en Asie. Donc, le Japon, le Vietnam. Pas grand place, t'as pas été, finalement? Non. À date, knock on wood. Australie, peut-être? 40 pays. Non, l'Australie, j'ai jamais été. Bon, on t'a trouvé une place à visiter éventuellement. Mais là, j'ai juste fait 40 pays. Il y en a 196. Donc, il y en a plusieurs encore à faire. Mais pour l'instant, là, je me tiens beaucoup plus aux États-Unis juste parce que mes enfants, comme adolescents, ils ont besoin d'un peu plus de cadre. Mais une fois qu'ils vont être partis, c'est certain que le trajet puis le cheminement va continuer. Puis je vais regarder encore pour des opportunités globales pour aller faire du développement. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut clarifier. Tu sais, tu n'as pas attendu que le monde vienne te chercher. C'est toi qui exprimais vraiment, moi, c'est ça que je veux faire. Puis tu es allé cogner aux portes, puis tu as convaincu les gens. Mais tu étais aussi dans une organisation où est-ce qu'il y avait une ouverture à ça aussi, il faut dire. Puis il y avait des possibilités parce qu'il y avait aussi des projets, puis tout ça. Mais tu sais, faut pas que les gens pensent que, ben oui, les gens, tes consultants, ils vont venir te chercher, ils vont tous, tu vas visiter les 40 pays que Marie-Claude a fait. Non, pas nécessairement. Non, puis ça, je fais beaucoup de coaching puis mentoring parce que là, maintenant, au niveau où je suis rendue, tu sais, j'ai quand même des grands postes. Donc, je pense que j'ai une responsabilité d'aider les nouveaux rentrants de consultation. C'est ça, je leur dis, c'est ta carrière à gérer, c'est ton cheminement à faire. Si tu le veux, va le chercher. Il n'y a pas personne qui va te le donner. Non. Probablement pas. Puis c'est pas parce que c'est pas méchamment, là, c'est pas méchant. Les autres, la personne avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu es entouré, les autres aussi, ils ont leur propre cheminement, ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leur propre. Fait qu'ils voient sont pas dans ta tête non plus. Puis ils voient pas nécessairement, mais c'est pas obvious, là, c'est ça, c'est pas des mind readers. Puis ça non plus, tu sais, mais si tu veux, généralement, j'ai trouvé dans ma carrière, dans mon cheminement, que si je veux quelque chose et je me trouve un ally, puis je leur demande de l'aide, ils sont prêts à aider. Ouais. Mais ils sont pas généralement... Les gens sont motivés à aider les gens motivés, je pense. C'est ça. S'ils voient que l'effort est là. Ils ne voient pas tout le temps qu'est-ce que tu as dans ta tête, comme tu dis. Ils ne voient pas tout le temps c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes besoins, ou c'est quoi... Puis même des fois, c'est même pas un cheminement de carrière. Des fois, c'est peut-être juste j'ai besoin de telle chose pour que ma vie personnelle soit meilleure ou que je peux balancer plus ma vie professionnelle, ma vie personnelle. On ne voit pas tout le temps que quelqu'un a besoin d'aide ou qu'ils veulent faire quelque chose de différent. Mais je trouve qu'on est toujours prête à les aider une fois qu'ils le demandent. Fait que quand je fais du coaching et du mentoring, je dis tout le temps, là, c'est ta carrière, gère-les. Va chercher qu'est-ce que tu veux. C'est ta vie, va chercher qu'est-ce que tu veux. Si tu veux faire de quoi de différent, demande-les. Moi, je dis, si tu ne demandes pas, la réponse va toujours 0. Va être non. Tu ne l'as pas demandé, donc c'est non. Demande ce que tu veux. La réponse va peut-être non pareil, parce que des fois, les circonstances ne sont pas là, les opportunités ne sont pas là. Ou le fait que le roulement financier d'une compagnie en ce moment ne peut pas supporter genre un transfert global. Mais au moins, tu l'as demandé. Puis là, les gens savent après. Les gens le savent. Et là, tu peux prendre des décisions personnelles qui disent peut-être que c'est pas la bonne compagnie pour moi. Peut-être que je vais aller voir ailleurs. Moi, qu'est-ce qui me frustre à 100%, c'est quand quelqu'un démissionne
parce qu'ils veulent, je veux ça, ça, ça. J'ai dit, mais tu l'as-tu demandé? Ouais. T'es-tu venu nous voir? Est-ce que tu nous as donné l'opportunité de te donner des opportunités? Ouais. Puis tu dis non. C'est comme, ben là, t'aurais dû nous... Comme, on est ouvert, les portes sont ouvertes, on vous dit qu'on a des options. Ouais. Puis tu les as pas pris, donc... Moi, j'ai une petite question, parce que s'il y a souvent un sujet qui revient beaucoup dans les podcasts, on parle des grosses entreprises, plus que des petites, genre des PME, puis tout. Puis, toi, t'as jamais vraiment travaillé pour des PME, right? Non. Juste pour des grosses. Fait que je voulais savoir si t'aurais, en tant que dans le consulting, là, mais genre, y a-tu des avantages et des désavantages aux grosses entreprises? C'est sûr que tu peux pas vraiment comparer, mais c'est quoi ton expérience par rapport aux grosses entreprises? J'ai d'autres amis ou d'autres personnes qui viennent de plus petites entreprises. Moi, les avantages d'une grosse entreprise, c'est ça. Les opportunités, les connaissances. C'est ça, il y a plus de budget, mais les connaissances du monde avec qui tu vas travailler sont plus vastes. Okay? C'est une grosse compagnie, donc il y a du monde qui va avoir des connaissances en taxes, des connaissances en système, des connaissances en procédure, des connaissances en industrie. Donc, tu as l'opportunité de te faire un network beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus de connaissances que tu peux apprendre. Donc, pour moi, ça, c'est un bénéfice que j'adore. Excellente école. Exactement. Ouais. Exactement. C'est une excellente école. Tu continues à être à l'école quasiment dans des grandes entreprises parce que il y a tellement... probablement, ces grandes entreprises-là ont plein de formations aussi. Mm-hmm. Puis comme tu dis, l'accès à de l'expertise, un bassin d'expertise tellement vaste que chaque fois que tu as une situation, tu as toujours des gens dans l'entreprise qui peuvent t'aider. Ils l'ont vécu, ils ont j'ai fait ça. C'est ça. J'ai vu ce problème dans whatever. Fait qu'il y a toujours t'as un pool, si tu veux, pas une piscine, mais un pool de personnes. Un réseau. Oui. Un network de ressources qui vont pouvoir t'aider. Donc ça, c'est un plus. Un avantage. C'est certainement un avantage. Et la diversification de projets est là aussi. Donc, le plus gros que tu es, le plus que tu vas avoir l'opportunité de travailler dans des différents projets pour voir, surtout si tu commences ta carrière, pour te donner l'idée, c'est quoi? Est-ce que j'aime la construction? Est-ce que j'aime les états financiers ou les systèmes financiers? Est-ce que j'aime plus faire des services consultatifs pour aider à faire changer la façon que tu achètes les produits? Il y a plein d'opportunités parce que tu as plus de projets. Et le négatif d'une grosse compagnie, c'est que c'est gros. Mm-hmm. Donc, c'est un numéro, souvent, comme peut-être pas chez Deloitte, mais les autres. C'est dur faut vraiment que tu travailles pour te développer un réseau, te développer un network, c'est vraiment que ça prend. Faut que tu sois très, que j'appelle prescriptif à développer tes relations avec le monde. Parce que c'est tellement gros. Les chances que tu vas rencontrer quelqu'un dans un bureau est petit parce que tout le monde est éparpillé partout. Là. Mais ça, moi, j'ai comme des images des grosses entreprises de genre, tu sais, comme ça dans les films, genre la tour de Google, genre tout le monde est comme dans son petit genre. Mais on fait beaucoup d'événements. Ouais. Comme moi, je ramène ça au bureau de Denver. Comme premièrement, je suis en charge de qu'est-ce qu'on appelle le DE&I, qui est le Diversity and Inclusion. Pour le bureau, puis la diversification. Ouais. Donc, je suis le leader pour le bureau de Denver. Donc, on est à peu près 2000 employés. Donc, je suis responsable de s'assurer qu'on a des événements pour justement connecter le monde. Parce que des 2000 personnes, ils viennent de pratiques différentes. Tu as les pratiques de consultation, tu as les pratiques de taxes, tu as les pratiques d'audit. Donc, il faut vraiment comme faire avoir des événements pour que le monde puisse se connecter. Quand tu es dans une plus petite entreprise, c'est plus facile parce que tu as 100 personnes, 50 personnes, 20 personnes. Le monde va se connaître automatiquement parce que c'est juste 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Donc, la connexion, le réseau, le sentiment d'appartenance, c'est très, très humain. Ouais. Comme que te sentir que tu appartiens à une petite famille, si tu veux, et plus là. Ouais. Par contre, encore, si ton goût est d'être déployé globalement ou avoir d'accès à plusieurs différents projets, les petites entreprises, généralement, ils ne donnent pas l'opportunité. Par contre, les petites entreprises, étant donné qu'il faut que tu fasses plusieurs, qu'est-ce qu'on appelle
plusieurs chapeaux. Là. Donc, tu as l'opportunité d'apprentissage de cette façon-là. Parce que dans une petite entreprise, tu n'auras pas l'option de dire, toi, tu fais tel rôle parce qu'on est 150 personnes sur le projet. Donc, ton rôle sur le projet est X. Donc, tu vas faire ce rôle-là, juste ça. Tandis que toi, tu as ce rôle-là, juste ça. Parce que tu as 150 personnes sur le projet. Tandis que si tu as un projet de 5-6 personnes, toi, tu vas faire 4 rôles parce qu'on a juste 4 personnes sur le projet. Donc, il faut que tu connaisses tous les rôles au complet. Oui, un peu caméléon. C'est ça. Donc, c'est plus facile de diversifier tes qualifications et ta connaissance dans des petits projets parce que tu n'as pas le choix. Oui. C'est pour ça. Puis, je pense pas qu'il y a de bonnes réponses à savoir. Tu sais, quelqu'un qui finit l'université, est-ce que je mise sur les grandes entreprises de consultation ou les petites? Il n'y a pas de bonne réponse pour moi. Il y a vraiment comme qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Puis, il faut toujours se connaître, faire de l'introspection sur ce que toi, tu as envie de vivre comme expérience, puis prends ton chemin, tu sais. C'est ça. Parce que moi aussi, j'ai commencé comme toi dans les grandes entreprises, puis aujourd'hui, je suis dans les petites. Je vois vraiment la différence, mais je ne regrette pas mon chemin parce que pour moi, les grandes entreprises, ça a été très éducatif, puis ça m'a donné vraiment un super bon... j'ai vraiment une connaissance maintenant que je peux amener dans les petites entreprises, mais je connais de mes employés qui ont fini l'université, puis qui aujourd'hui, ils travaillent pour ma compagnie, puis ils me disent qu'est-ce qu'ils aiment de ma compagnie, puis je les écoute, puis je me dis, je comprends cette personne-là, puis je pense que je ne l'aurais pas vu dans une grande entreprise nécessairement, parce qu'ils sont différents. Ils sont différents de moi peut-être aussi, ça fait que je pense pas, ça dépend qui on est, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis il n'y a pas de mauvais chemin, je pense. Il y a notre chemin. Là, c'est ça. Puis ton chemin peut changer. Hein? Comme tu dis, toi, tu as fait des grandes, tu es allé aux petites, tu peux commencer une petite, tu peux aller à une grande, tu peux commencer au Canada, tu finis aux États-Unis, à travers l'Amérique latine et l'Asie et l'Europe. Là. Il y a vraiment... Puis tu peux commencer en consultation puis décider que tu travailles pour un client. On voit ça souvent aussi. Une personne va commencer un projet pour un client et il aime beaucoup le client. Il aime beaucoup ce que le client fait. Donc, il décide de changer pour le client. Ouais. Donc, ils vont Moi, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Puis c'est sûr qu'il y a des plus et des moins, encore une fois. T'sais. Moi, je pense que je suis tatouée consultante à vie. Là. Mais j'ai quand même aimé mon expérience en industrie parce que ça m'a fait voir ce que c'était d'être du côté client puis de comprendre. Fait que, encore une fois, je pense que il y a des gens qui vont faire un type de choses. Moi, j'ai voulu toucher à différentes affaires puis ça a fait que j'ai aimé ça, mais il n'y a pas de... C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Hein. Moi, j'ai une question par rapport, parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail, les jeunes qui sortent de l'université ont beaucoup plus de... Comment je peux dire ça? Nous sommes les agents économiques, nous choisissons. Oui, puis la nouvelle génération savent pas mal ce qu'ils veulent. Ils connaissent plus leurs limites, j'ai l'impression, que nous, quand on a sorti de l'université, puis tout ça. Puis tu dois le voir quand vous recrutez à ta compagnie, ils sont beaucoup plus affirmatifs sur je veux ci, je veux ça. En tout cas, moi, je le vois beaucoup avec les jeunes qu'on recrute. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands cabinets sont plus... Parce qu'à moi, à l'époque, on travaillait vraiment des longues heures. On faisait beaucoup de temps supplémentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les grands cabinets, c'est quelque chose qui est encore le cas? Est-ce que les gens travaillent encore beaucoup, beaucoup d'heures? Puis... c'est encore une réalité? C'est encore une réalité. Ouais. Ça n'a pas trop changé, mais c'est pas constant comme ça l'était avant. Puis je te dis, depuis la COVID, en plus, c'est qu'on a été capable de montrer au monde entier. Parce qu'avant la COVID, la consultation, c'était vraiment lundi au vendredi ou lundi au jeudi. Tu voyageais au client. C'était n'importe... Ta vie personnelle, on s'en foutait un peu. Là. C'était vraiment... Le client le veut, il paye, il veut le voir la face. Mais je peux te dire, depuis la COVID, quand on a vraiment démontré au monde qu'on pouvait être capable de livrer des gros mandats, des mandats de multimillions de notre sous-sol, en pyjama d'ailleurs. Mais non, le bas de pyjama et la vie, le top. Là, on se trouve plus qu'est-ce qu'on appelle des hybrids. On fait du hybride un peu et on est capable de gérer ça. Fait qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est ce qu'on appelle les moments that matters. Donc, vraiment, si le mandat le demande pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, que c'est vraiment, on est dans le rush, on est en arrière, on a besoin d'un coup de pouce. Par contre, la minute que c'est fini, donc on essaie de donner le temps aux employés pour se recharger. On fait plusieurs, en tout cas dans mes équipes. D'ailleurs, j'essaie de dire, OK, bon, bien, si j'ai une équipe de
disons, mes équipes sont plus grandes, là, de 75 personnes aux États-Unis et 150 à 200 en Inde. Là. On essaie de donner un cycle aux employés. OK, c'est pas tout le monde qui va voyager toutes les semaines. Donc, on est divisé dans des équipes, qu'est-ce qu'on appelle des process. Là. Donc, on est 4 équipes, mettons, sur un projet. Équipe 1, vous voyagez la semaine 1, l'équipe 2, vous voyagez la semaine 2. Donc, tout le monde, le client voit du monde à toutes les semaines, mais il ne voit pas la même personne. Et ça donne la chance à chaque équipe de juste voyager une fois par mois. Donc, on essaie de trouver des nouvelles façons qu'on ne fait pas des burn-out. Parce que c'était vraiment, là, puis comme tu dis, les nouvelles générations, là, ça ne sont pas intéressées. C'est drôle parce qu'il y en a qui le veulent. Ouais. Il y en a qui se joignent à la consultation parce qu'ils veulent voyager, ils veulent les points, ils veulent les statuts pour être capables d'aller faire des voyages personnels en utilisant les bénéfices qui viennent avec voyager pour le travail. Je te dis, il y a des présentations qui se font aux consultants de comment maximiser les points. Wow! De comment aller chercher le maximum de points pour justement aller prendre une semaine de congé aux 3 mois pour payer. C'est ça. Pas bien payer d'hôtel, pas bien de payer d'avion, pas bien d'auto, d'allocation. Là, tu parles des points, genre en voyageant. Des aéroplans, c'est ça, parce que nous autres, si tu voyages, tu voyages, tu accumules tes points d'avion. Tu avais plein de points, toi, avant. Ben oui, mais j'étais allée à Fidji avec, j'ai payé un billet d'avion pour 4 à Fidji, puis j'ai pas d'hôtel parce que c'était tout sur les points. Tu as des points d'hôtel, tu as des points d'avion, tu as des points de carte de crédit. C'est ça. Il y a moyen que tu voyages gratuit. Quand tu voyages beaucoup pour le travail, c'est souvent... Fait qu'il y en a de nouvelles générations qui se joignent juste pour ça. Lifestyle. Ils veulent le lifestyle. Ouais. Il y en a d'autres qui aiment le travail, ils aiment, comme je te dis, comme résoudre les problèmes des clients, mais ils ne sont pas nécessairement... ils ne veulent pas être dans l'avion tous les matins, tous les lundis matins. Donc, on essaye vraiment plus d'être plus hybrid ou malléable. Accepter le fait qu'il y a des gens différents, peut-être. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est différent. Puis il y en a qui vont commencer à vouloir voyager, mais à un moment donné, dans le cycle de vie, si tu veux, ils vont demander, est-ce que je peux travailler? C'est là que je dis au monde, gère ta carrière. Si tu veux commencer, puis tu veux voyager, tu veux des projets qui vont t'amener globalement, puis faire ces expériences-là, fais-les. Le moment que tu trouves où est-ce que tu veux ralentir, tu veux changer, fais la demande. Attends, premièrement, on ne saura pas que tu veux changer ton style de vie. On ne sait pas nécessairement que tu es dans un niveau, au niveau personnel, que tu veux des enfants, tu veux une famille, tu veux whatever. Ou tes enfants sont partis, tu veux recommencer à voyager. On ne le voit pas, ça, c'est ça. Il me reste une couple d'années, mais ça s'en vient. Donc, tu veux me parler, toi? Ouais, moi, je suis non-stop en ce moment. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on essaie vraiment d'agencer le mode de travail, les heures de travail avec les besoins du client. En fait, de la ligne, il faut vraiment satisfaire le client, c'est les autres qui payent. Et s'il y a des bulles de temps où on a besoin de plus de temps, il faut travailler. S'il y a des bulles de temps où c'est moins, on demande aux gens de prendre du congé puis de se recharger. Mais moi, dans mes équipes, quand je dis j'ai des grandes équipes, j'oblige mes employés à prendre une semaine de congé aux 3 mois. Ah oui. Et je regarde, on a des systèmes, de temps, je regarde les feuilles de temps. Et quand je vois des feuilles de temps que ça fait 3, 4 semaines, 5 semaines, que je vois donc 60, 65, 70 heures, là, je commence à poser des questions. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de travailler? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Parce qu'à 70 heures par semaine, là, va chercher une autre personne. Ah oui. C'est presque le coût de 2 personnes. Ouais. Donc surtout si c'est plusieurs semaines d'affilée. C'est une semaine, ça arrive, mais ça devrait pas être plus que ça. Mes employés trouvent que je suis sans cœur, mais je leur dis, si t'es malade, là, c'est pas bon pour moi. Donc, prends soin de toi, prends soin de ta santé, santé mentale, santé physique. Parce que si t'es malade et t'es parti une semaine, là, c'est pas bon pour le projet. Donc, je dis ça en joke un peu, mais mais pas trop. C'est ça. Ça l'aide. Mes employés aiment ça parce qu'ils aiment ça de voir que j'ai leur bien-être en tête, mais en prenant soin de nos clients en même temps. Là. Puis, moi, j'ai peut-être une autre question. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais... On n'a pas de soirée, parce que moi, je pourrais parler toute la soirée de ma carrière, des aventures, des histoires. C'est super intéressant. Les gens qui sont intéressés, ils t'écoutent, là, puis sont comme « Waouh, je veux faire ça, moi! »
Tu dirais, c'est quoi, dans quoi qu'il devrait étudier? Qu'est-ce que c'est le type d'études que vous cherchez ou qu'est-ce qu'il devrait faire autre que peut-être le degree qu'il doit avoir à l'université? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'il devrait faire pour s'assurer qu'ils vont être choisis pendant l'entrevue dans des grands cabinets de consultation? Ah, moi, c'est une bonne question. Mais nous autres, on engage beaucoup de personnes qui ont des degrés en business. Ouais. Donc, vraiment, business, c'est gros. Business, comptabilité, économique. Ou du monde qui ont des bacs ou des certificats comme Information Systems, tu sais, des MIS, je sais pas. Ouais, en informatique. En informatique. Ouais. Mais à part l'éducation, c'est vraiment premièrement, s'éduquer, c'est quoi la consultation. Il y a tellement de différents types de consultations. Donc, allez sur l'Internet, faites des Google Search pour dire, c'est quoi la consultation. Puis regardez les grosses compagnies, on appelle les Big Four, Accenture, Capgemini, PwC, KPMG, Deloitte. Voir eux autres qu'est-ce qu'ils offrent. Et de voir c'est quoi les plus petites compagnies, les mid-market, puis voir eux autres parce qu'il y a tellement de différentes. Parce que tu peux regarder McKinsey, McKinsey c'est juste business consulting, ils font pas de système, en tout cas il y a plein de firmes de consultation. Et aussi penser au genre d'industrie qu'on sert en fait de consultation. Parce qu'éventuellement, on va vouloir que le monde s'agence à une industrie parce que c'est pour aider un client, aider à résoudre un problème de client. Si tu ne sais pas dans quoi ils travaillent, si tu ne sais pas qu'est-ce que les problèmes qu'ils font face, tu sais, les clients de construction qui font de la grosse construction, je parle de building, de centres médicaux, de centres de sport, leur problème de business est très différent qu'une compagnie qui font de la santé. Ouais. Des compagnies qui développent des produits de santé. Donc, ou même à l'hôpital. Ou même juste pharmaceutique. Ou les medical devices. Les équipements. Les équipements, là, les valves de cœur. Vraiment développés. Ils sont en manufacturation. Ils font de la production de widgets, de pièces qu'ils vont vendre à quelqu'un. Donc, il y a tellement Parce que pour aider à résoudre ces problèmes-là, il faut que tu saches c'est quoi le problème. Il faut que tu sois capable de parler de leurs industries. En construction, c'est les coûts, c'est la gestion de projet, c'est ton supply chain, c'est comment aller chercher tes produits bruts pour le ciment. On a des problèmes d'avoir du ciment ou des 2x4, le bois est rendu super cher. Fait que si tu n'es pas capable de parler un peu de l'industrie, tu ne vas pas vraiment pouvoir aider ton client ou connecter avec ton client. Tandis que si c'est vraiment des problèmes de santé, les problèmes de services à santé, comment aller gérer le temps d'attente dans les centres de santé. Donc, comme moi, qu'est-ce que je dis aux personnes qui s'intéressent à la consultation, c'est essayer de penser c'est quoi, parce que si tu as une connexion personnelle avec une industrie, ça va être plus le fun à apprendre et ça va être plus facile à connecter avec tes clients. Donc, c'est un peu trois choses. Comme apprendre c'est quoi la consultation, faire un degré en business, en économie, en système informatique et t'agencer avec une industrie. Fait que c'est les trois. Cool. Nice. Any other questions? I think For that's Miss all. MC. Oh my God. Miss Merci. MC. C'est moi, là, parler de ma carrière, je pourrais en parler. Puis des aventures de voyage, je pourrais en parler. Là, mais merci de m'avoir. Il y en a une que tu voulais nous partager en particulier qui venait dans la tête? Non, j'en ai trop. Puis je ne sais pas si c'est PG-13. OK. Mais en tout cas, c'est merci. Ça me fait plaisir. Il faudrait te recevoir un autre jour juste pour... ça n'a même pas rapport avec Mettons que, mais ce serait super intéressant là, pour nos gens qui nous écoutent, c'est comment tu es très bonne à designer ta life. Je parle français, anglais en ce moment. Parce que parle un petit peu anglais, moi aussi. Mais tu sais, comment que tu planifies tous tes voyages personnels? Comment tu as comme développé une expertise là-dedans? Moi, ça m'inspire énormément. Mais on te recevra une autre fois pour que tu nous en parles de comment toi t'abordes ta vie. Gestion de projet qui s'est traduit du boulot à la vie personnelle. Moi, j'appelle ça, tu es le créateur de ta vie, le designer de ta vie. Tu sais, comme pas vivre sa vie juste en j'avance. Tu sais, vraiment comme être structuré puis vraiment savoir ce qu'on aime puis juste go and
avoir un dire, fichier fucking get Excel. it. Bon, ouais. Mais tu sais, you know what I mean? Moi, j'ai littéralement un fichier Excel qui a les 5 prochaines années identifiées pour les voyages que je vais faire avec ma famille puis ma fille, surtout parce qu'on plonge ensemble. Ouais. Donc oui, je pourrais... ça me ferait grandement plaisir de revenir. Puis je pense que c'est des très bonnes leçons de comment aborder sa vie puis en vivre pleinement. Ouais. Profiter de sa vie, on n'est pas sur cette terre forever. Non, on a juste une vie, hein. Apparemment. Puis, il va y avoir des circonstances de vie, des moments qui te fait réaliser que si quelqu'un est malade, tu passes à travers des épisodes on est passé à travers là-dessus. Ouais. Disons que ça remet en question tes priorités. Puis là, c'est vraiment réalises que la vie, c'est pas forever non plus. Puis si tu ne la vis pas à 100%, ben c'est dommage. Ça passe. Très dommage. Ça passe, puis peut-être que tu as tout ce que tu voulais faire, mais tu dis, je vais faire ça plus tard. Ben non. Non, il n'y en a pas plus tard. Là. Ouais, j'ai ça. J'ai beaucoup d'exemples où il y en a eu, qu'il n'y en avait pas de plus tard. J'ai une de mes meilleures copines, à 53 ans, elle est partie. Hein? Elle a laissé ses jumeaux de 15 ans à cause du cancer. Donc, il n'y en avait pas de demain. Là. Non. Fait que ça serait... Très philosophique la prochaine conversation. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait grand plaisir. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques, donc Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, sous le nom de Mettons que. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci.